nous allons continuer sur notre lancée et attaquer les fonctions comme prévu. Mais avant cela, je vais nettoyer un tout petit peu et supprimer toutes les choses dont on n'a pas besoin. Hop, on va juste nettoyer un tout petit peu. Ok, FMT, j'en aurai besoin, donc il faut que je le garde. Ok, on dit FMT, printline, les fonctions en Go. Ok, donc en Go, nous avons différents types de fonctions. Nous avons les fonctions anonymes ou closure. Nous avons les fonctions nommées ou les fonctions simples qu'on utilisait jusque-là. Et puis nous avons aussi les functions with receiver. Donc ce qu'on voyait avec les types et les structures que nous avions définies. Nous allons commencer par des fonctions qui sont assez simples. Donc disons, on va commencer par une fonction sum qui prend un A, un B qui soit de type int et qui retourne un int. Donc là, je vais juste faire return A plus B. Et puis c'est tout. On va utiliser cette fonction quelque part. On va dire f.println sum de 1 et 2. C'est 2, ça s'écrivait comme ça. Donc si j'exécute, ok, j'ai le résultat qui est bien 3. Donc le format à suivre, c'est func. Ici, souvent, ça dépend si vous voulez faire un receiver ou pas, l'identifier, ou le nom de la fonction, et puis les arguments, et puis les returns. On met returns parce qu'une fonction en Go peut avoir 0 retour de valeur, retourner une seule valeur comme réponse, ou retourner plusieurs valeurs comme réponse. Donc pour le moment, on va essayer de voir les différents cas possibles. Autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que les fonctions en Go sont des first class citizens. Donc, par exemple, je peux dire que add, c'est sum. Et puis là, appeler add. Save, exécute. Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, donc, je peux stocker une fonction dans une variable pour la réutiliser plus tard. Les fonctions en Go sont des first class citizens. Donc, elles peuvent être passées en paramètre à d'autres fonctions. Elles peuvent être le résultat d'une fonction ou le return. Et elles peuvent être stockées dans des variables pour réutilisation plus tard. Donc, voyons voir un exemple de fonction qui retourne une fonction. Donc, on va dire, au lieu de faire juste des sommes, je vais dire que je vais créer une fonction qui s'appelle makeAdder. Adder, je sais pas si un makeAdder. On lui donne un A qui est de type int et qui va nous retourner une fonction. Mais cette fonction n'est pas une fonction super simple. Enfin, c'est pas une fonction bizarrement définie. On va dire que c'est une fonction qui attend un int et celle-là va nous retourner un int. La syntaxe commence à être un peu bizarre. Tout ça, c'est le return type de cette fonction. Donc, makeAdder va recevoir un int et va nous retourner une fonction, mais pas n'importe quelle fonction. Une fonction qui va prendre en paramètre un int et qui va envoyer comme résultat un autre int. Donc nous allons dire je return la fonction et si je fais juste ça et j'essaie d'enregistrer tout de suite, il me dit cannot use funcLiteralTypeFunc as, donc une fonction qui ne prend pas d'argument, je ne peux pas le retourner comme fonction qui prend un int. Ce n'est pas le même type, donc non. Passe à autre chose. Donc je lui dis d'accord, cette fonction elle va prendre un b, ce b est un int. Il va continuer à se plaindre parce que là maintenant il me dit d'accord. Ce type, une fonction qui prend un int est différent d'une fonction qui prend un int et qui retourne un int. Donc quand vous savez exactement ce dont vous avez besoin, Go va beaucoup vous aider à le faire correctement. Et là, il me dit, OK, cette fonction est censée retourner un résultat d'un type donné, et je ne vois pas de return. Donc, si je dis return hello, il va se plaindre aussi. Il me dit, cannot use hello, qui est de type string, as type int in return argument. Donc, on ne peut pas vraiment faire du n'importe quoi. Donc, nous, notre fonction, elle est censée faire un A plus B. C'est tout ce qu'elle est censée faire. Ok, return 2 fois, c'était pas la peine.
Ok, donc là, il ne se plaint plus. On va utiliser notre fonction et on va l'appeler par exemple +1. Je vais dire que +1 est le résultat de makeAdder où je passe l'argument A avec la valeur 1. Donc là, +1 est une fonction qui attend un B et une fois qu'on lui a donné ce B, elle va nous retourner un dernier int. Donc on va dire fmt print line et on va dire +1 et on va lui donner 2. On va voir si les deux fonctions vont nous donner le même résultat. Et oui, donc les deux fonctions nous donnent le même résultat. Donc, dans d'autres mondes ou dans d'autres langages, la définition est toujours valable, mais quand vous allez entendre parler de higher order functions, c'est juste une fonction qui prend un argument, une fonction, ou qui retourne comme résultat une fonction. Donc, makeAdder est une higher order function. Pourquoi? Parce qu'elle retourne une fonction comme résultat. Ok. Et si on remarque bien que ce makeAdder et ce sum, c'est exactement la même chose au finish. Ce sont deux fonctions, quand elles vont recevoir un a et un b qui sont de type int, vont toutes les deux retourner la somme qui est un int. La somme est une fonction qui prend deux arguments et qui retourne son résultat. makeAdder est une fonction qui prend un argument, puis retourne une autre fonction qui prend un argument, pour à la fin donner le même résultat. Les fonctions qui prennent, enfin, le fait de passer d'une fonction qui prend n paramètres à n fonctions qui prennent chacune un paramètre, c'est ce qu'on appelle le currying ou Schindfinkeling, Moses Schindfinkel. Ce sont deux techniques qui portent deux noms de mathématiciens différents, Moses Schindfinkel et Haskell Curry. Ça veut juste dire faire appel à une fonction qui prend n arguments et transformer en n appels de fonctions qui prennent chacune un seul argument. Et chaque étape de cet appel, par exemple là, +1, on l'appelle une application partielle de makeAdder. Donc, partial application, currying et higher order functions. Au fur et à mesure que nous avançons, nous verrons beaucoup plus de choses et concernant les fonctions et ces petites techniques et à quoi elles peuvent servir. Donc là, on a vu deux types qui sont super simples, sum et makeAdder, qui ne fait que nous créer des fonctions qui permettent aussi de faire des sommes. Nous allons voir aller un peu plus loin et dire, d'accord, je vais créer la fonction sum, mais cette fois-ci, je veux lui donner plusieurs nombres. Donc, je vais lui donner plusieurs nombres qui sont tous de type int, et je veux qu'elle me retourne un type int. Ok, on va dire res. On va l'initialiser à 0, comme on aurait pu juste dire var res est un int. Et puis, on va parcourir notre collection, parce que là, les nombres, on les veut sous forme de collection. C'est pour ça qu'on le fait de cette manière. Et tout de suite, je vous dirai comment on appelle ce genre de choses, si vous n'avez pas l'habitude de le voir. Donc, je dis que res est égal à res plus i, parce que i va représenter le nombre dans cette collection et le underscore ici représente son index. Et on utilise underscore pour dire ignorer la variable qui est censée être là. Donc on va dire return res et on va essayer d'appeler sum. Ok, jusque là, tout se passe bien. Donc la somme de 2 c'est 2, la somme de 2 et 3, bon, je pense que c'est 5. Ok. Donc nous pouvons donner autant d'arguments que l'on veut, tant qu'ils sont tous de type int, tout se passera bien. Ce type de fonction est appelé les fonctions variadiques, ou variadic functions. Ce sont des fonctions qui ont une arité infinie. Arité, c'est juste le nombre d'arguments que l'on reçoit. Donc, si jamais vous voulez faire ce genre de fonction sum, c'est souvent utile quand vous faites des sommes, mais dans le monde réel, c'est très rare de trouver un bon exemple d'utilisation. Donc là, nous avons vu une fonction avec un seul type d'argument, qui est de type simple, une fonction qui retourne une autre fonction comme type d'argument, et une fonction qui prend
n arguments du même type, donc variadique, et utilisation. Mais si vous regardez bien, la fonction range, c'est comme si elle nous retournait deux résultats. Donc nous allons voir comment aussi définir des fonctions qui peuvent retourner plusieurs résultats. Donc on va prendre une fonction super cool qui s'appelle divide, qui prend un A et un B, qui sont tous les deux de type int, et qui va nous retourner un int. Du moins, on va l'espérer. Donc on va juste dire A divisé par B. Divisé, c'est pas comme ça. Et là, tout de suite, avant d'aller plus loin, on va me dire, on fait attention parce que la division par 0 n'est pas encore autorisée. Donc, il faut checker si b égale à 0. Et si on dit que b est différent de 0, alors, on est content, on peut faire cela. Mais quand b est égal à 0, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Si b est différent de 0, ça se passe bien. Et si b égale à 0, on ne peut pas effectuer cette opération. Et si on ne peut pas effectuer cette opération, quel int nous allons retourner? Est-ce qu'on va dire que c'est juste 0 et il faut que la personne qui utilise notre fonction connaisse les détails de l'implémentation de cette fonction et ce n'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir utiliser des fonctions comme si elles étaient des black box et tout est censé se passer correctement. Donc pour cela, nous, on va dire, si b est différent de 0, alors retourne a divisé par b et retourne false. Comment ça false? Je peux dire, ok, je veux retourner, ou bien je vais dire que c'est true. Et puis, sorry. Return 0 et false. Et ça aussi, ça veut dire que les gens qui appellent notre fonction doivent savoir que le deuxième argument va dire oui, tout s'est bien passé ou non, tout ne s'est pas bien passé. Ce n'est pas souvent super cool. Et ce que vous allez voir le plus souvent, c'est qu'on retourne un deuxième argument qui est appelé error. Ça commence à être intéressant. Donc, error, c'est quoi? Ben, ça peut être juste une string si vous voulez. Non. Quand tout se passe bien, j'ai pas d'erreur. Donc, la valeur par défaut à envoyer, c'est nil. Et quand il y a un problème, on va dire errors.new cannot divide. Sérieux? Divisé par 0. Ok, donc si tout se passe bien, là, j'ai le bon import. Et là, ok, il faut que je nettoie un tout petit peu, il y a trop de choses. On va enlever les choses dont on n'a pas besoin. Donc on va dire que... Ok, on va essayer d'utiliser la même technique qu'on utilisait jusque-là, c'est-à-dire, on va dire juste divide A qui est 1 et puis B qui est un 2. Alors, ce sera pas cool, donc on va dire 4 et 2. On exécute, et là, nous avons 2 et nil. Si on essaie de faire 2 et 0, là, on a 0 et on sait ce que c'est. Et puis, sérieux, c'est le message d'erreur que nous voulons afficher quand quelqu'un essaie de diviser par 0. Donc, on va changer un tout petit peu et dire, hop, on va appeler notre fonction, on va dire que le résultat, qui est notre int, puis une erreur, sont le résultat de divide 1 par 0. Et ce qui est recommandé par Go, ou ce qu'on va dire, ce qu'on va appeler idiomatic Go, c'est quand une fonction retourne une erreur, la première chose à faire, c'est vérifier si tout s'est bien passé. S'il y a une erreur, c'est qu'il y a un problème. Donc on va juste print line, afficher cette erreur, et puis on va juste s'arrêter là. On ne va pas aller plus loin. Et si tout s'est bien passé, on va afficher print line, le résultat. On exécute, et hop, là tout de suite on voit que tout de suite notre programme s'est arrêté après celui-là. Et si on dit que non, maintenant ce sera 12 divisé par 3. 3, ça a commencé. Et là, nous avons notre résultat. Donc, jusque là, on a vu des choses qui sont très simples. Fonction avec un seul argument, avec un seul return type.
toujours un seul return type, mais un type un peu plus complexe. Toujours la même chose. Et maintenant, plusieurs return types. On peut avoir autant de return que l'on veut, mais il est très difficile de trouver des cas où vous avez besoin de retourner plus de 2. C'est souvent le type dont vous avez besoin et peut-être une erreur pour indication. So, next, what can we do? Le truc encore le plus simple, la fonction la plus simple, c'est celle qui ne prend ni argument et ne retourne aucun résultat. Donc ça, celle-là, c'est la fonction la plus cool. Void. Donc, vous pouvez définir des voids si vous en avez besoin, et il est très rare de voir ce à quoi ça peut servir, sauf si vous voulez, sauf si dans votre logique, vous voulez utiliser des choses comme les types result, c'est dur, ou bien les optional, ou les maybe types. Ce sont des choses que l'on verra plus tard, qui ne sont pas natives dans Go, mais qui sont très, très utiles. Quand par exemple là, je sais que je dois divide un nombre A par un nombre B. Si le nombre B est un 0, je peux ne pas vouloir retourner une erreur. Je peux juste dire, OK, si vous appelez cette fonction divide, je vais vous donner un maybe int. Je vais peut-être vous retourner un int et je ne suis pas sûr. Mais nous allons voir ça quand ce sera le moment. Donc, nous allons continuer dans les prochaines vidéos avec les fonctions, les interfaces, les structures. Et on va commencer maintenant à attaquer des choses un peu plus cool en Go, que sont les channels, les Go routines, et surtout comment sortir une bonne partie du code qui n'a rien à voir avec le fichier principal ou le fichier qu'on va appeler main. Commencer à splitter son code sur plusieurs fichiers. D'ici là, à plus.